Il existe une feuille 300 fois plus sucrée que le sucre. Elle pousse à l'état sauvage dans les montagnes du Paraguay. Pendant 1000 ans, les guérisseurs indigènes l'ont utilisée pour réguler la glycémie, bien avant que le diabète ne soit identifié. Puis, en 1991, des agents fédéraux ont pris d'assaut des entrepôts à travers l'Amérique. Ils ont confisqué des centaines de tonnes de cette feuille. Ils ont brûlé des livres de cuisine. Ils ont saisi des cargaisons à la frontière. Le crime? La vente d'une plante consommée sans danger au Japon, où elle détenait 41% du marché des édulcorants. La FDA l'a jugée dangereuse, tout en autorisant des substances chimiques liées à des tumeurs cérébrales et à des crises d'épilepsie. Pendant 17 ans, la substance naturelle la plus sucrée au monde a été traitée comme une substance contrôlée. Puis, en 2008, tout a basculé. Coca-Cola a lancé Truvia. Pepsi a lancé Purvia. Soudain, la FDA a approuvé la stevia. Mais ce qu'ils vendaient, ce n'était pas la plante. C'était un extrait chimique nécessitant 40 étapes de transformation avec de l'acétone, du méthanol et de l'éthanol. Ils ont breveté ce que la nature offrait gratuitement. Ils ont interdit la feuille pour vendre le laboratoire. Voici l'histoire de cette douce herbe, cette plante qu'on ne pouvait s'approprier jusqu'à ce qu'on la rende méconnaissable. Bienvenue dans ce trésor caché de la nature. Ces archives s'ouvrent à la frontière entre le Paraguay et le Brésil, dans les monts Amambe. Le peuple Guani l'appelle l'herbe douce. Cet arbuste possède des feuilles si puissantes qu'en mâcher un fragment, pas plus gros qu'un ongle, laisse une sensation de douceur en bouche pendant 1 heure. Il l'utilisait pour sucrer le bamat. Le thé amer se transmettait de main en main dans des calebasses. On le préparait pour ceux dont le sang était trop sucré, des siècles avant que les médecins ne donnent un nom au diabète. Les Guani ne le cultivaient jamais. Il poussait à l'état sauvage sur les pentes rocheuses, dans un sol trop pauvre pour que le maïs puisse s'y développer librement. En 1887, un botaniste suisse nommé Moises Santiago Bertoni arriva au Paraguay. Il entendit des guides indigènes parler de cette plante mythique. Il chercha pendant des années. Les Guinis gardèrent le secret. Finalement, en 1903, il reçut un spécimen vivant. Berton écrivit avec la précision d'un scientifique conscient d'avoir découvert quelque chose de dangereux. Quelques petites feuilles suffisent à sucrer une tasse de café fort. Le sucre sera-t-il toujours plus avantageux? On ne peut le supposer. Il la nomma Stevia rebaiana. Et il posa la question qui allait résonner pendant un siècle. Pourquoi utiliser du sucre quand la nature offre une alternative sans calories? En 1931, des chimistes français isolèrent le stéviocide et le rébodioside. Ils découvrirent que le corps humain ne pouvait pas les métaboliser. Ils les traversaient sans modification, laissant une sensation de douceur sans pic de glycémie. À tous égards, c'était parfait. Mais la perfection n'a pas sa place dans les systèmes agroalimentaires industriels. Le sucre est rentable. Les plantations de canne à sucre s'étendent sur des continents. La stevia était une plante sauvage que n'importe qui pouvait cultiver. On ne pouvait pas s'en approprier la culture. Pendant des décennies, elle est donc restée une curiosité, jusqu'en 1970. Le Japon a interdit les édulcorants artificiels comme la saccharine en raison des risques de cancer. En quête désespérée d'une alternative naturelle, les entreprises japonaises ont importé des graines de stevia du Paraguay. En 1988, la stevia détenait 41% du marché japonais des édulcorants. Boissons gazeuses, cornichons, crème glacée, Coca-Cola. Japon l'utilisait. Des millions de personnes en consommaient quotidiennement depuis des décennies. Aucun effet indésirable, aucune hospitalisation, aucun cancer n'ont été constatés. Aux États-Unis, en revanche, la stevia est restée méconnue jusqu'au début des années 1980, lorsque de petites entreprises de thé comme Celestial Seasonings
ont commencé à l'importer. C'était un marché de niche, mais en pleine expansion. Et quelqu'un l'a remarqué. En 1985, le département américain de l'agriculture, USDA, a visité Sunreader International et a ordonné la destruction de la totalité de son stock de stevia. Aucune explication n'a été fournie. La même année, Monsanto a racheté le brevet de l'aspartame, la substance active du neutrate. L'aspartame représentait une industrie pesant des milliards de dollars, mais il était entaché de nombreuses plaintes. En 1998, la stevia représentait 80% des plaintes déposées auprès de la FDA concernant les additifs alimentaires. Or, un concurrent naturel faisait son apparition dans les rayons. En 1987, les inspecteurs de la FDA ont mené des perquisitions dans les entreprises de plantes médicinales. Ils ont qualifié la stevia d'additif alimentaire non autorisé. La Herb Research Foundation a déposé une demande d'accès à l'information afin de savoir qui avait porté plainte. Le nom de l'entreprise a été caviardé, mais la chronologie est révélatrice. En mai 1991, la FDA a émis une alerte à l'importation. La stevia a été interdite. Du jour au lendemain, des centaines de tonnes stockées dans des entrepôts sont devenues de la contrebande. Les agents fédéraux ont confisqué les stocks. Des entreprises de thé ont perdu des gammes de produits entières. Puis, en 1999, les agents fédéraux ont perquisitionné les locaux de la société Stevita au Texas. Ils ne cherchaient pas seulement la plante, ils cherchaient un livre de recettes. Le livre de recettes à la stevia de James Kirkland. Parce qu'il décrivait l'utilisation de la stevia comme édulcorant, la FDA a déclaré que le livre lui-même portait atteinte à l'étiquetage illégal. Des agents fédéraux ont supervisé la destruction des livres. Le crime? La connaissance. La FDA a invoqué l'insuffisance des données toxicologiques, ignorant pourtant 180 études menées au Japon et au Brésil qui prouvaient l'innocuité du produit. Ils ont également ignoré la Maison-Blanche, qui avait déjà fixé des seuils de consommation sans risque. À titre de comparaison, l'aspartame a d'abord été rejeté par une commission d'enquête de la FDA, en raison de preuves de tumeurs cérébrales chez le rat. Il n'a été approuvé qu'après d'intenses pressions politiques. Donald Rumsfeld, PDG du fabricant d'aspartame et ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, a usé de son influence pour faire aboutir son autorisation. Le commissaire de la FDA, qui avait approuvé l'aspartame, Arthur Hull Hayes, a démissionné suite à des enquêtes pour manquement à l'éthique et a immédiatement accepté un poste de consultant auprès du fabricant, rémunéré 1 000 $ par jour. 7 responsables de la FDA impliqués dans la procédure d'autorisation accélérée de l'aspartame ont par la suite rejoint l'industrie des édulcorants artificiels pour y occuper des emplois très bien rémunérés. Pendant ce temps, la feuille d'aspartame, utilisée sans danger depuis des millénaires, restait illégale. L'interdiction a été maintenue pendant 17 ans. Puis, en 2007, Coca-Cola et Cargill ont annoncé leur intention de développer un édulcorant à base de stevia. PepsiCo s'est associé à une filiale spécialisée dans l'aspartame pour lancer Purevia. En décembre 2008, la FDA a émis des avis favorables. Truvia et Purevia ont été approuvés. Mais la FDA a explicitement indiqué que ces produits n'étaient pas de la stevia, mais des extraits hautement purifiés. La feuille entière reste interdite. Les extraits bruts restent interdits. Seul le rébioside, une molécule unique isolée grâce à un procédé industriel breveté, a été autorisé. D'après les documents de brevet, ce procédé comprend 40 étapes utilisant de l'acétone, du méthanol, de l'éthanol et de l'isopropanol. Truvia, commercialisé comme un édulcorant naturel sans calories, contient moins de 1% de stevia. Les 99% restants sont de l'isosol, un polyol issu de la fermentation de maïs génétiquement modifié. En 2014, Cargill a versé 6 millions de dollars pour régler les poursuites contestant l'origine naturelle de son produit. L'entreprise a été contrainte d'ajouter un astérisque.
La même plante, autrefois interdite car jugée dangereuse, est désormais autorisée, mais seulement après avoir subi une transformation chimique radicale, la rendant méconnaissable. Les mêmes entreprises qui ont milité pour l'interdiction profitent aujourd'hui de l'extrait breveté. Ce qui ne pouvait être possédé a été interdit. Ce qui pouvait l'être a été autorisé. Pendant ce temps, le peuple Guani ne perçoit aucun profit. En 2016, les chefs Guani ont accusé ces entreprises de biopiraterie. Ils ont dénoncé le vol de leurs connaissances traditionnelles sans compensation. Les entreprises ont rétorqué que la stevia n'est plus une plante indigène. Cultivée principalement en Chine, elle est aujourd'hui mondiale et déconnectée de ses origines. Le marché de la stevia représente aujourd'hui 765 millions de dollars. Les consommateurs l'achètent en pensant éviter les produits chimiques. Ils ignorent que la FDA interdit toujours la feuille entière. Ils ignorent que leur édulcorant naturel nécessite des solvants. Pourquoi interdire la plante et autoriser le produit chimique? La réponse est simple, le contrôle. Une plante que tout le monde peut cultiver ne peut générer des revenus perpétuels. Elle ne peut être brevetée. Elle ne peut créer de dépendance. En revanche, un procédé d'extraction en 40 étapes le peut. Le schéma se répète. L'amarante a été interdite par les conquistadors. Le moustique a été autorisé. Les produits temporaires ont disparu. Ce qui menace le système, ce n'est pas l'échec, mais la réussite sans intermédiaire. Des cultures qui nourrissent sans engrais, des médicaments qui soignent sans ordonnance, des édulcorants qui satisfont sans effet secondaire. Tout ce qui se passe d'intermédiaire est systématiquement éliminé, non par la destruction, mais par la réglementation. Aujourd'hui, la stevia est omniprésente, mais elle reste un fantôme, une ombre chimique. La feuille originelle, celle que mâchaient les guérisseurs Guani, celle qui servait à sucrer le maté dans les calebasses en terre cuite, celle qui pousse à l'état sauvage dans les montagnes d'Amambe, demeure interdite à la vente comme édulcorant. Ce savoir ancestral repose dans les graines conservées en bocaux, dans les jardins où l'on cultive encore la feuille entière et qu'on infuse en thé, refusant d'acheter la poudre en sachet. Le coffre-fort reste ouvert. La sagesse y demeure, mais il faut choisir la nature plutôt que le laboratoire, le savoir plutôt que la facilité, et se souvenir de ce qu'ils ont tenté d'effacer. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce qu'ils ont essayé d'enfouir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.